Alors, je vais commencer par vous présenter, présenter juste 2-3 éléments de contexte géographique, et puis après, on fait comme on a dit, hein, vous prenez la main. Donc, nous restons en Bretagne et nous allons nous intéresser au littoral du Morbihan. Donc avec Jean-Eudes Beuret, qui est agroéconomiste, enseignant-chercheur à AgroCampus Ouest. Ça, et vous dirigez l'unité de recherche en développement rural. Vous êtes spécialisé dans l'analyse et la conduite de processus de concertation autour des questions d'environnement et de développement des territoires. Est-ce que c'est une bonne synthèse? Oui. Et donc, Sophie Giraud, vous êtes chargée de mission qualité de l'eau au syndicat intercommunal d'aménagement du golfe du Morbihan, qui va donner en sigle SIAGM. Voilà, le charme de ces structures. Alors, la situation du territoire, rapidement. Donc, on va faire un focus en fait sur la rivière de Pénerf. Donc, le syndicat en question est l'acteur principal. Il regroupe 34 communes et il est porteur d'un projet de parc naturel régional. La principale problématique dans ce territoire est un conflit d'usage autour de la qualité des eaux qui a débuté dans les années 90 et qui oppose ou qui opposait, on verra d'ailleurs, ostréiculteurs et agriculteurs. Donc là, on voit deux activités économiques qui se confrontent. Donc on en est pour le bassin versant de la rivière de Pénerf au 3e contrat territorial. Voilà, donc c'est pareil, ils doivent se négocier à peu près tous en même temps, c'est 2014-2018 aussi. Voilà, c'est le principe de la réglementation. Et c'est le 3e qui est conduit selon les principes du dialogue territorial. Donc, avec cet exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir du coup un retour d'expérience assez long qui inclut des phases d'évaluation. Voilà, ce qu'on n'a pas forcément eu sur les 2 premiers qui sont plus récents. Je vais m'arrêter là pour les diapos. Voilà, par contre, on va commencer avec Jean-Eudes et on s'est mis d'accord. Moi, je commence en disant « Il était une fois ». Et après, c'est à vous. Voilà, il était une fois. Donc, une histoire qui n'est pas la mienne, puisque, comme vous l'avez compris, moi, je ne suis pas acteur participant à ces concertations, mais je suis chercheur. Donc, j'observe. Ce qui est relativement plus confortable, je dois le reconnaître. Donc, j'observe un certain nombre de concertations. Et en fait, on s'est partagé un peu le travail avec Sophie, puisque ça fait quasiment 20 ans qu'on travaille sur un certain nombre de concertations entre agriculteurs et ostréiculteurs. Et comme je suis un peu plus âgé qu'elle, je vais prendre la première partie, voilà, et la partie qui est informelle. Et je pense que c'est là où c'est intéressant et complémentaire de ce qui vous a été présenté précédemment, c'est-à-dire que on a commencé par des concertations où il n'y avait pas de comité de pilotage, pas d'animateur, pas d'instance, donc aucun cadre établi, mais qui se sont construites à partir uniquement d'acteurs locaux et d'acteurs du conflit en question qui sont parvenus à transformer le conflit en concertation. Et ces concertations informelles, bon, moi j'y tiens beaucoup parce que je pense qu'il y en a beaucoup, que toute concertation ne peut pas se mouler dans un cadre et que parfois on est plus amené à accompagner des concertations comme elles se développent, qui sont portées uniquement par des acteurs locaux, plus qu'à créer un cadre relativement structuré. Donc l'informel et le formel peuvent être très complémentaires, soit en même temps, soit se suivre dans le temps. Et là, dans le cas présent, je présenterai l'histoire de l'informel et Sophie présentera l'histoire de la façon dont ça s'est institutionnalisé par la suite. Alors l'histoire, pour reprendre, il était une fois, voilà, l'histoire c'est celle de tensions, pas de conflits, existantes autour de la qualité de l'eau, donc d'ostréiculteurs qui voient arriver une menace de perte de qualité de l'eau,
qui représente pour eux une menace économique importante, puisqu'ils devraient faire des aménagements pour passer les huîtres dans des bassins, etc. Et d'agriculteurs qui ne se sentent pas trop concernés par cette question-là, sauf qu'à un moment arrive un conflit. Alors là, je vais vous parler de la ria d'Etel. Bon, il y a 2 RIA qui sont concernés, mais dans les 2 cas, il y a eu à peu près la même chose. Donc sur la ria d'Etel, à un moment, il y a un conflit qui pose le problème. Et le conflit, il est posé par un événement déclencheur. Cet événement déclencheur, c'est qu'il y a un agriculteur qui va épandre son lisier là où il n'a pas le droit de le faire, c'est-à-dire très proche de la rivière, alors qu'il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'épandre à moins de 500 mètres de la rivière, en amont de concession ostréicole. Résultat, il s'embourbe dans la rivière et il vide sa tonalisier directement dans la rivière, ce qui a le mérite de poser le problème concrètement. Voilà. Alors, là, au moins, c'est clair. Alors, je dis là, au moins, c'est clair. C'est un des premiers éléments que je voudrais tirer de cette expérience-là, c'est que le conflit, il ne faut pas le combattre, hein, il ne faut pas l'étouffer. Hein. Là, c'est ce qui permet de poser le problème. Donc l'idée, ce n'est pas de l'étouffer, c'est de l'apprivoiser. Et je crois que dans cette expérience-là, les acteurs ont eu l'intelligence d'arriver à l'apprivoiser. Et il y a eu des conflits tout au long du processus, mais voilà, on arrive à le convertir en quelque chose de positif. Alors, comment ils l'ont converti en quelque chose de positif? Ils se sont, en fait, le leader local des ostréiculteurs et le leader local des agriculteurs se connaissaient déjà un petit peu, sont parvenus à faire le cessez-le-feu dont parlait Philippe, très important, c'est-à-dire on est en conflit, mais à un moment, on crée un espace dans lequel on met de côté ce qui nous oppose. Alors il y a plein de cas où ça se passe comme ça, où ça marche bien. On met de côté ce qui nous oppose et on va créer un espace dans lequel, bon, on est toujours en conflit, mais on arrive à dialoguer. Et puis on exclut ce qui est invivable pour les uns ou pour les autres. Alors, à partir de là, ce qu'ils ont fait, ils sont rentrés dans une démarche de dialogue, hein, toujours avec un fond conflictuel. Et cette démarche, elle est basée sur une espèce de... Voilà, je l'ai représentée... Bon, y a pas la diapo, si, là, tu peux passer la diapo, merci. Je l'ai représentée sous la... Ah oui, elle est animée, alors c'est compliqué, peut-être mettre toute l'animation. Voilà, je l'ai représentée sous la forme d'un arbre. Parce que, bon, dans l'agriculture, ça peut nous parler un petit peu, ça pourrait être une plante, etc. Mais dans lequel il y a une graine. La graine, c'est voilà, la révélation de l'objet. Là, c'est un conflit, ça pose le problème d'une certaine façon. Et ça va poser le problème en disant, voilà, il y a une loi, il y a 2 positions. Les ostréiculteurs qui disent qu'il faut respecter la loi, les agriculteurs qui disent, nous, on ne veut pas la respecter, on ne nous oblige pas à la respecter. Et puis, de toute façon, en arrière-plan, il y a le fait qu'elle n'est pas forcément très intéressante, cette loi, parce que bon, ne pas épandre à moins de 500 mètres du rivage, bon, si vous avez de la pente, si vous n'avez pas de pente, selon ce que vous épandez, ce n'est pas forcément efficace en termes de régulation. Mais la question, c'est que là, vous avez 2 positions qui sont totalement binaires, c'est-à-dire, voilà, on respecte pas, et aucune volonté de dialogue. Alors, la question, c'est de savoir comment on arrive à créer un espace de dialogue. Et là, en fait, ils ont réussi à créer un espace de dialogue en investissant quasiment pendant 2 à 3 ans du temps dans des rapprochements. C'est ça qui est très important, je pense, dans cette expérience-là. C'est d'abord se rapprocher et puis après, on peut réellement aller sur la recherche de solutions. Puis, à la limite, moi, j'ai tendance à considérer que le plus difficile, c'est d'abord de se rapprocher et qu'après, les solutions, en général, on les trouve. Alors, comment on se rapproche? Ce qu'ils ont fait, la première chose qu'ils ont fait, c'est faire ce qu'ils ont appelé des visites paysans de la terre, paysans de la mer. Alors, ça, c'est très important. Paysans de la terre, paysans de la mer. Les ostréiculteurs, ils ne se sentent pas trop paysans d'habitude, hein, mais c'est le seul point commun qu'ils se soient trouvés. Donc, ils ont trouvé un embryon de point commun, alors qu'en Bretagne, le monde de la terre et le monde de la mer se tournent le dos. On trouve un embryon de point commun et puis on essaie de se réunir autour de ça. Et ces rencontres, c'était des visites d'exploitation dans un sens et puis d'exploitation ostréicole dans l'autre. Première chose, on apprend à se connaître. Deuxième chose, on se construit un langage commun. Un langage commun, c'est quoi? C'est, voilà, vous parlez de pollution à un agriculteur breton, il pense directement nitrate.
Donc pour lui, pollution égale nitrate. Pour un ostréiculteur, pollution égale bactériologie. Donc on a un même mot pour dire des choses différentes. Donc on va échanger là-dessus et se construire un minimum de références communes. Troisième chose, ils vont mener une action avec le fonds de gestion de l'espace rural, qui existait il y a longtemps, qui ne va pas avoir un impact énorme, mais voilà, on mène une action ensemble, on se construit une culture commune et à une échelle relativement limitée, c'est-à-dire c'est une commune, c'est même pas les 4 communes qui environnent la RIA, une échelle qui serait considérée par un évaluateur externe comme totalement non pertinente, mais qui est pertinente du point de vue de quoi? Du point de vue de leur dynamique sociale, voilà, de leur construction. Et alors, le sens de l'histoire par la suite du récit, c'est qu'à partir de cette petite échelle, ils se construisent un premier réseau, voilà, un petit groupe. Et ce groupe, après, va évidemment bien réaliser que l'échelle d'une commune, elle n'est pas pertinente, qu'il y a d'autres sources de pollution, qu'il représente très peu d'agriculteurs par rapport à l'ensemble des agriculteurs concernés. Et après, donc, la deuxième étape, une fois qu'on s'est constitué un petit réseau, ils vont aller vers les autres et essayer d'élargir. C'est le sens de la figure de l'arbre, c'est que vous constituez un tronc commun et puis après, vous allez vers les autres. Et là-dessus, d'ailleurs, je trouve que c'est à rapprocher de ce qui a été dit dans la première expérience. Il faudrait maintenant aller vers les prescripteurs, il faudrait aller voir la SAFER, etc. Pour moi, c'est un peu toujours la même logique. On se constitue une culture commune, des références communes, et puis après, on va vers les autres. Donc, sur la suite de l'histoire, ce qu'ils ont fait, c'est il y a eu un élargissement au sein de la profession agricole dans un entre-soi agricole, c'est-à-dire les agriculteurs entre eux ont discuté de cette question-là et sont arrivés à un certain nombre de choses, de résultats. Il y a eu un élargissement au niveau d'une commune avec un diagnostic participatif dans toute la commune. Il y a eu un élargissement qui a conduit progressivement à ce que Sophie va raconter après sur l'action bassin versant. J'ai même presque plus besoin d'animer. Oui, je peux raconter la fin de l'histoire. D'accord. Alors, ensuite, la fin de l'histoire, non, je vais pas raconter tout, mais simplement pour vous dire, voilà, il y a eu ce processus informel qui a produit quoi? Il s'est produit en fait sur un territoire, la RIA d'Etel, il s'est produit d'une façon différente, encore plus désordonnée et chaotique, mais sur la rivière de Pénerf. Et à la fin, à partir de ça, les deux professions au niveau départemental se sont emparées de cette question, mais vraiment à partir de ce qui était fait sur le terrain, et ont pu négocier entre elles un accord interprofessionnel et négocier avec le préfet une dérogation à la directive nitrate Morbihan. Alors ça c'est important, ça veut dire que le produit formel de tout ça, c'est d'arriver à faire évoluer la loi. C'est ce à quoi tu faisais allusion, Philippe, tout à l'heure, mais on arrive finalement à obtenir une réglementation qui impose pas d'épandage à moins de 200 mètres, et puis sur le reste, on essaie de raisonner l'épandage en fonction de la pente, de la nature du produit, etc. Mais une loi qui soit plus intéressante pour les deux protagonistes et pour l'intérêt général. Il y a, ce que je trouve très important, c'est de dire il y a des résultats formels comme ça, en termes de règles écrites, mais vous avez aussi, et je pense que c'est encore plus important, des résultats qui ne sont pas écrits, qui ne sont pas formels, mais qui sont le fait que les acteurs en question se sont construits une forme de raisonnement sur la qualité de l'eau, qui fait que dans leur pratique personnelle, d'abord, ils se sentent engagés les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est très important. Et deuxième chose, ils ont une capacité à réfléchir leur pratique personnelle par rapport aux contraintes de l'autre. Ça, ce n'est pas un accord formel. Parfois, c'est beaucoup plus efficace qu'un accord écrit. Et donc maintenant, petit focus sur la rivière de Pénerf, ce qu'il s'y passe et ce qu'on a évalué il n'y a pas longtemps. L'histoire de la RIA d'Etel et l'histoire de la RIA de Pénerf, de la rivière de Pénerf, sont parallèles en fait, aussi bien sur la chronologie que dans les faits et aussi que dans la formalisation du dialogue territorial. Sur Pénerf, les agriculteurs parlaient nitrate,
les ostréiculteurs par les bactériologies. Alors, bactériologie, sur le territoire, c'est contamination fécale, aussi bien humaine qu'animale. Donc, c'était vraiment... Voilà. Ils sont appris à se connaître. Il y a eu, du côté de PNRF, du travail sur la place de l'agriculture littorale, puisque la dérogation à la bande des 500 mètres, c'est aussi la question des sèches d'exploitation qui sont dans cette bande des 500 mètres, la question des plans d'épandage pour la pérennité de ces exploitations. Et en fait, sur le bassin versant de la rivière de Pénerf, agriculteurs comme ostréiculteurs se sont dit, bon, on travaille à l'échelle du littoral. Pénerf, c'est 8 communes, 12 km entre les sources et l'estuaire, donc c'est un tout petit bassin versant qui fait 136 km². On est sur de l'élevage laitier, à peu près 110 exploitations, 47 chantiers ostréicoles, 2 industries agroalimentaires, il faut placer le décor quand même un petit peu. Et ils se sont dit, ben voilà, nous en local, c'est bien, on travaille sur notre petite bande des 500 mètres, mais ce n'est pas suffisant. Et de ce conflit qu'ils ont réussi à mettre de côté pour avoir un discours commun, ils ont demandé au syndicat du Golfe, qui avait travaillé déjà sur la place de l'agriculture littorale, de lancer un diagnostic sur le territoire de Pénerf. Et donc c'est là que nous entrons en jeu. Donc on est vraiment dans une démarche ascendante et pas une décision du syndicat du Golfe, des élus du syndicat. Ils ont effectivement pris cette décision en termes financiers de création de postes, mais la demande vient bien du local. Alors, donc vous avez l'entrée de la rivière de Pénerf, les bandes rectangulaires, ce que vous voyez, c'est les parcs ostréicoles. Et vous voyez qu'on est vraiment dans un système où tout se mêle, la terre, la mer, l'urbanisation. On est sur une zone assez grande de pression. Donc on va passer au schéma. Voilà. Donc, à partir du moment où cette demande a été formalisée auprès du syndicat du Golfe, mais elle n'a même pas été formalisée de manière officielle, écrite par les structures professionnelles, hein, ça s'est fait dans le fil de l'histoire, on a réfléchi comment on pouvait monter, comment on allait travailler sur ce territoire, passer du littoral jusqu'aux sources de la rivière. Donc on a d'abord pensé un peu à voir comment serait le cadre de la concertation, du dialogue territorial. Et puis on a fait une première réunion avec les agriculteurs des 4 communes littorales que nous avons invités à une réunion pour leur exposer la démarche. Et cette première réunion, c'était pas gagné d'avance, parce qu'on n'avait pas les participants historiques ce jour-là. Et ça a été, vous allez nous rajouter une couche de réglementaire. Voilà, donc il a fallu laisser du temps aux leaders de la profession pour qu'il explique pourquoi on était là, que c'était pas une volonté. Enfin voilà, on répondait à une demande. Donc au final, ça s'est passé. Et ensuite, on a fait cette même réunion avec la profession ostréicole, qui eux, sont très demandeurs. Ils sont, on va dire, en bout de chaîne, garant de la qualité de l'eau. Si on a des fermetures de zones, eux, ils peuvent plus vendre, ils peuvent plus faire de vente directe. Ensuite, on a fait se rencontrer ces 2 professions pour voir avec eux comment on allait dérouler la démarche sur le bassin versant et créer des binômes agriculteurs-ostréiculteurs pour nous accompagner lors des réunions communales, parce qu'on avait dans l'esprit de faire un diagnostic participatif pour élaborer un projet commun de territoire avec comme objet l'eau, les milieux aquatiques, mais surtout la pérennité des activités primaires sur le territoire. Voilà, c'était un peu l'objet de départ. Maintenir l'activité conchilicole, maintenir l'activité agricole, et notamment celle en zone littorale, puisque les enjeux sont forts en termes de pression urbaine, notamment sur ce secteur. Et à partir de là, on a fait, donc on a 8 communes, on a fait 7 réunions communales, où invitation par voie de presse, ouvert, flyer en boulangerie, comme pour sur la Haute-Rance, dans l'objet de faire participer et de faire prendre conscience à tout à chacun qu'on est acteur de son territoire. Alors, on est passé par du brainstorming, etc. Et de ces réunions communales, de la première, ont émergé 4 commissions thématiques qui, elles, allaient ensuite travailler à l'échelle transversale bassin versant. Les 4 commissions thématiques, bon, nous, on se doutait à peu près qu'on allait avoir ces thèmes qui allaient ressortir, mais la dernière, la citoyenneté, je dirais qu'on ne l'avait pas vu venir. C'est-à-dire qu'on ne les a pas annoncés aux gens lors des réunions communales, on n'a pas annoncé aux gens
le nom des commissions. On a dit qu'après, on allait constituer des commissions thématiques en fonction de ce qui allait ressortir de la première réunion communale. Et alors, tout en respectant cette idée de démarche ascendante, la composition des réunions thématiques s'est faite sur inscription volontaire des participants aux réunions communales. Et une fois qu'on a fait toutes les réunions communales, on avait donc une constitution de groupes. Et donc, on était sur des commissions thématiques multi-acteurs. Et pas la commission activité maritime, elle n'était pas composée uniquement d'ostréiculteurs. La commission agricole n'était pas composée uniquement d'agriculteurs, etc. Donc, on avait aussi bien des associations de protection de l'environnement que des habitants en tant qu'habitants du territoire. Un industriel, un des représentants des deux industries était présent. Et la composition du comité d'acteurs s'est faite sur le même principe, en sachant qu'on avait quand même dit que pour le noyau dur, on va dire, du comité d'acteurs, il fallait que les 8 maires soient présents et que nos binômes agriculteurs-ostréiculteurs soient présents aussi au comité d'acteurs. On arrive sur un comité d'acteurs à peu près à 30 personnes. Voilà comment s'est constitué ce premier diagnostic. Et le rôle des commissions et du comité d'acteurs, une fois qu'on a eu partagé le diagnostic, ça a été d'être dans la proposition d'action, l'élaboration du programme d'action et du premier programme d'action. Alors Sophie, c'était en quelle année ça? Alors, c'était 2002, on a commencé septembre 2002 jusqu'à septembre 2003. On a conclu le diagnostic participatif par un forum des acteurs, ouvert aussi aux communes et aux services de l'État qui sont plus centrés sur le golfe du Morbihan à côté, pour valoriser le travail qui avait été fait par les acteurs et aussi avoir une certaine forme de reconnaissance de cette démarche-là. Ce qui est très intéressant, c'est que c'était au début des années 2000, on est aujourd'hui en 2014, et que donc vous avez pu regarder dans le rétroviseur, comme on dit, pour mesurer ce que cette démarche avait pu produire. Alors, donc ce fonctionnement-là, cette structure-là, on l'a gardé aussi pour l'animation. On a parlé après de gouvernance, l'animation du contrat de bassin versant, avec comme objectif que les commissions ont pour rôle d'évaluer en continu les actions mises en œuvre qui avaient été choisies et de proposer, de réorienter. Et le comité d'acteurs est là en position de validation de ce que proposent les commissions thématiques, tout en sachant que ce comité d'acteurs, il est multi-acteur, mais ce n'est pas l'instance décisionnelle finale. C'est le comité syndical du syndicat du Golfe qui est composé uniquement d'élus. Donc, mais alors ça, ces règles de jeu-là, tout ça, ça a toujours été transparent depuis le départ. Donc chaque personne participant au comité d'acteurs savait qu'on construit le programme d'action, les financements sont bien mis en face, mais que la décision finale appartiendra au vote du comité syndical qui délibérera. Et aussi, on passe aussi entre les fourches codines des financeurs. Ça fait partie aussi de rentrer dans les cases. Quand on parlait aussi d'innovation, des fois, c'est vraiment difficile d'imposer un peu d'innovation dans des actions. Donc, on a quand même évalué le premier contrat, donc il a été de 2005 à 2009. On a fait une évaluation. Alors, on n'était pas dans comme on a pu faire dernièrement sur le territoire breton, mais on était dans une évaluation en continu de nos actions. On ne s'est pas posé les questions évaluatives, mais bon, voilà, c'était pour constituer le deuxième contrat. Alors, c'est vrai que 3 contrats, vous allez dire, sur un territoire, c'est énorme, mais bon, on était sur le premier contrat de 3 ans, le deuxième de 3 ans, parce qu'il fallait être calé dans les contrats de plan État-région. Et donc là, cette année 2013, on a été dans un processus d'évaluation de politique publique sur lequel on a fait une évaluation en tant que telle des actions, mais aussi de la gouvernance de la vie du contrat. Pour ce faire, on avait pris un peu les devants de la maîtrise, parce qu'on a eu une évaluation accompagnée par la région Bretagne et les financeurs sur la politique de l'eau. Et on a mené, donc, enfin c'est pas moi, j'avais anticipé une étudiante de Jean-Eudes Beurré, justement, qui a fait tout un travail d'entretien, parce que pour moi, c'était pas possible que moi je fasse l'évaluation, que j'aille interviewer les acteurs avec lesquels je travaille depuis 10 ans. C'était pas, je pense qu'on n'aurait pas eu la réaction et quelque chose de spontané en termes de réponse. Donc voilà, Marie a interviewé
l'ensemble des personnes du comité d'acteurs, même ceux qui viennent plus, parce que sur 11 ans, on a perdu un peu de monde. La mobilisation, c'était aussi la question. Et ce qui ressort de ces interviews, c'est que le dialogue territorial a eu un apport au territoire. Alors, en effet, on n'a pas eu d'effet direct sur l'objet, puisque en termes de qualité bactériologique, l'estuaire de Pénerf, mais comme tous les estuaires, alors je ne veux pas me rassurer en disant ça, mais ont été déclassés de zone A, où les ostréiculteurs peuvent faire une vente directe, déclassés en zone B, où ils sont obligés de purifier avant vente. Mais le dialogue territorial a permis aux acteurs de se connaître, d'avoir une reconnaissance, une compréhension du métier de chacun, et aussi bien du métier, mais aussi les associations ont pu comprendre. Au début, les associations de protection de l'environnement étaient vraiment dans des positions défensives ou de stigmatisation des professions. On a dépassé cette stigmatisation de la profession. Mais aussi, ça tient aussi au rôle de l'animation, c'est qu'à chaque réunion, on posait bien les règles. On est là pour se respecter, on donnait la même parole. Le niveau de parole était le même, qu'on soit élu d'une commune, qu'on soit ostréiculteur sans avoir de casquette élue, qu'on soit habitant, qu'on soit associatif. C'était aussi les règles de départ. Le cadre dont Philippe a parlé, il est important. Alors ça nous est arrivé des fois de ne pas le rappeler, et puis en cours de réunion, il fallait le rappeler. Ça a permis aussi de créer un espace de rencontre et de dialogue. Ça a été un levier aussi de concertation au niveau du territoire pour d'autres scènes de concertation. Les acteurs disent que c'est une référence pour l'accompagnement des acteurs sur différents sujets. Et ils ont aussi appris, c'était aussi un lieu d'acquisition de connaissances pour eux. Enfin, ça, moi, ça m'a un peu surpris. Et ils ont vraiment saisi l'opportunité de cette démarche. Et même certains, lors des entretiens, disaient « mais c'est normal de fonctionner comme ça ». Donc, c'est devenu pour eux, si du jour au lendemain, on arrête ce fonctionnement-là sur le bassin versant de Pénerf, je pense que là, on va avoir des remontées très vite. Et pour eux, c'est devenu une normalité de créer un dialogue. Alors effectivement, en 12 ans, il s'est institutionnalisé, formalisé. Le comité d'acteurs s'est aussi formalisé parce que les financeurs sont rentrés dedans, mais c'était bien aussi, puisqu'ils comme ça, ils peuvent aussi voir ce que c'est que l'enjeu de la concertation, du dialogue territorial, et que ça prend du temps, que la confiance entre les acteurs ne se décrète pas, que la confiance entre l'animation et les acteurs ne se décrète pas et se construit. En fait, on a toujours été dans la co-construction. Et c'est vrai que quand les financeurs vous disent « mais oui, mais il faudrait que telle structure soit partenaire et signataire du contrat de bassin versant, mettre dans le contrat de bassin versant tel et tel objectif », alors là, non, ça ne se décide pas comme ça, quoi. Donc voilà ce qui a été dit. Et puis j'ai relevé trois paroles d'acteurs. C'est voilà, le BV est quand même un lieu de rencontre intéressant. Sans ces réunions, on ne se rencontrerait pas. On avance tous ensemble. On démarre comme ça et ça peut marcher. Donc, évaluation positive, mais le travail n'est pas fini sur l'objet principal. Alors, le travail n'est pas fini puisqu'on est dans un écosystème très complexe sur une pollution diffuse de bactériologie. Mais effectivement, les 2 premiers contrats ont permis d'amener de la connaissance au fonctionnement du milieu et qu'on n'était pas à la chasse aux sorcières. Alors, effectivement, il y en a qui ont voulu qu'on aille à la chasse aux sorcières, mais on était vraiment d'abord, avant de dire c'est telle profession, ou c'est les tuyaux d'urbanisation, ou c'est les vaches qui pâturent sur le présalé, il fallait vraiment qu'on apporte des éléments de connaissance. Et en termes de recherche de contamination bactériologique, la science avance toujours, et on avance en même temps qu'elle. Donc c'est pas forcément... Voilà, les outils techniques, on ne les avait pas toujours au bon moment, et donc il a fallu aussi faire preuve de patience. Et je ne sais plus qui me demandait hier soir, mais... Ils sont super patients, les ostréiculteurs. Ils sont patients parce qu'en plus, je pense qu'ils n'ont pas le choix non plus. Mais qu'ils sont aussi optimistes sur la démarche et sur l'envie d'aller plus loin sur le territoire. Après, la mobilisation, on a perdu des participants historiques. Dans les interviewés, ceux qu'on a perdus, ils ont dit finalement, ils allaient revenir. Et puis, il va falloir que moi, je travaille aussi sur une autre façon, parce qu'au fil du temps, j'ai pas forcément refait de lien comme il faut entre les commissions thématiques.
puisque c'est on fait une synthèse au comité d'acteurs, mais c'est vrai que je redescends le comité d'acteurs, mais j'ai pas fait forcément la transversalité entre les commissions. Et au bout d'un moment, sans le vouloir, j'ai cloisonné aussi la démarche. Alors à côté de ça, on a aussi un magazine qui paraît tous les 6 mois, qui raconte la vie du bassin. On est transparent sur l'évaluation financière, sur le financement qu'on met en œuvre sur le territoire. Mais bon, ça ne suffit pas sur le comment remobiliser, quoi. Merci Sophie. Alors Philippe, dernier exercice d'analyse. Vu qu'il est 12h45, je ne vais pas vous donner 8 points. Il y en aurait beaucoup plus d'ailleurs si on voulait aller dans le détail. Donc très rapidement, la notion de concertation informelle dont Jean-Eudes a parlé au début, j'en retiens 2 éléments. Le fait de créer du rapprochement quand on est au départ sur des positions binaires, opposées, et puis d'élargir le réseau. Il y a ces 2 temps dont tu parles en fait. On crée du rapprochement, après tu as détaillé, et élargir le réseau. Il y a quelque chose d'important qui a été dit à mon avis par Sophie qui est concernant la définition de l'objet ou de l'objectif de la concertation. C'est passé un peu rapidement et je voudrais revenir dessus parce que c'est souvent un point délicat et essentiel. C'est que quand on veut faire de la concertation, notamment quand il y a 2 parties prenantes assez bien identifiées, c'est important que dans l'objet même ne soit pas ne traduise pas que l'intérêt de l'une, mais l'intérêt des 2. Et tu as dit, il s'agit bien, je crois, d'améliorer la qualité de l'eau et de maintenir l'activité. C'est-à-dire que dès le départ, dans l'objet, on ne mentionne pas que la partie, on va dire, protection de la biodiversité ou de la qualité de l'eau, mais qu'on se préoccupe autant de maintenir l'activité ou de la développer ou blabla, que de préserver là. Donc ça, c'est un point essentiel dans la construction de l'identité du processus. Tu as rappelé que, bon ça je vais passer, on l'avait déjà dit, moi je trouve que c'est important, évidemment, ça c'est aussi tout un apport fait par Jean-Yves Beuret et son équipe sur l'évaluation du dialogue territorial avec la mise en évidence de ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si c'est le terme est péjoratif, mais les effets secondaires du dialogue territorial. Donc vous en avez cité, je crois que c'est important de retenir ça. Alors quelque chose qui est super important dans le fonctionnement même des instances, bon tu as parlé des règles bien sûr, mais aussi que chacun ait le même niveau de parole, c'est-à-dire qu'on tient compte, c'est quelque chose qui est délicat parce qu'il faut à la fois tenir compte de l'identité de la personne, hein, mais en même temps avoir le souci que chacun puisse s'exprimer de la même façon. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer bien pour que chacun se sente encore une fois reconnu dans sa présence, dans sa participation. Voilà. Et puis dernier point, impliquer les financeurs dans le dialogue. Alors on pourrait dire impliquer les décideurs aussi. Ça c'est quelque chose qui parfois est oublié. Enfin, c'est important, les décideurs sont évidemment, bon, toi tu as parlé des financeurs, ce sont des parties prenantes dans la résolution du problème. Et donc, dans la mesure du possible, c'est important de les impliquer dans le processus même de concertation. Ils y sont puisque les maires des communes sont adhérents au syndicat du Golfe. Donc voilà, ils sont soit directement délégués au syndicat ou ils ont quelqu'un en délégation. Donc implicitement, ils y sont aussi. Alors, dernier tour de questions. Alors, une. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est 2 du coup. On va s'arrêter à 2 pour l'instant. N'oubliez pas de vous présenter. Bonjour, donc Marie Baudard, je suis animatrice opération de reconquête de la qualité de l'eau à Noréade dans le Nord. Je voulais savoir si vous aviez un lien et quel était ce lien avec les autres instances de politique de l'eau et notamment les SAGE qui sont aussi censés être des lieux de concertation sur les mêmes objectifs que ceux que vous avez présentés. Alors, on prend la deuxième question tout de suite. Merci. Rick van der Haven, donc du ministère de l'Agriculture. J'ai bien apprécié l'ensemble de vos interventions. Je voulais réagir par rapport à ce qu'a présenté Jean-Eudes Beuret. Il n'a pas opposé justement le réglementaire par rapport aux autres démarches. Et je me dis, à la lumière de l'ensemble de ces apports, qu'on peut très bien appliquer la méthode du dialogue territorial à la mise en œuvre de notre réglementation. C'est à nous également aussi, et là je parle au nom du ministère de l'Agriculture, de rendre intelligent de rendre intelligent, c'est ce qu'on essaye de faire, mais surtout d'appliquer ces principes pour que cette réglementation qui est quand même le bien commun
hein. J'ai bien entendu le vice-président de la Chambre d'agriculture qui contestait le réglementaire, mais la réglementation, et c'est quand même mon rôle en tant que représentant du ministère de l'Agriculture de le rappeler, la loi est le ciment de la société. Il suffit de relire l'esprit des lois de Montesquieu. Et donc, par contre, c'est à nous de rendre intelligent et de faire en sorte que ce qu'on impose en termes de pratique s'inspire de ces méthodes également. Et on essaye de le faire dans le cadre de la révision. Alors, à modeste niveau, et ce n'est pas optimal, on a d'énormes marges de progrès à faire, mais en tout cas, on essaye de le faire, en particulier dans la mise en œuvre des nouveaux programmes d'action, avec cette fameuse épée de Damoclès. Et je réaffirme que notre démarche, elle reste quand même bien fondée pour accompagner les démarches volontaires. Il ne s'agit pas de tout réglementer, ce n'était pas le sens de mon propos. Mais de bien rappeler que la réglementation, elle participe également au bien commun. Alors, j'avais dit... Ah, oula, non, j'ai dit 3. Hein. Alors on va prendre les deux, parce qu'effectivement, là, c'était plus une remarque, il n'y a pas vraiment de questions. Donc, les deux doigts qui se sont levés, on les prend. Bonjour, donc Mélie Kouldamar au GRAB Haute-Normandie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la question de l'évaluation. Si j'ai bien compris, vous avez fait dernièrement une évaluation des politiques publiques, du coup, au moins sur le dernier contrat. Ce qui me pose question, c'est le résultat de l'évaluation. Qu'est-ce qui est entendable par vos partenaires ou vos financeurs en termes de résultats, sachant qu'on nous pose aussi souvent la question des indicateurs, par exemple, ou des choses comme ça. Et du coup, c'est aussi quelque chose de très normal, l'évaluation des politiques publiques. Et donc, qu'est-ce qui est entendable et présentable, finalement ? Je ne sais pas si je suis clair. Mais... Si, je pense qu'on aura tous compris. Dernière question. Ça rejoint un peu la question précédente, parce que je suis financeur en tant qu'agence de l'eau Seine-Normandie. Et effectivement, on met un peu de pression lorsque l'on soutient ce genre de démarche, parce qu'à un moment donné, on a des comptes à rendre, nous, quand on apporte des financements. Et ma question, c'était effectivement comment, sur une démarche qui s'inscrit quand même dans le long terme, telle que vous venez de la présenter, parce qu'après après 2 contrats, finalement, la qualité a continué à se dégrader au point que les ostréiculteurs aujourd'hui sont passés de A à B. Côté agriculture, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de changements à part le dialogue et l'écoute. Donc, comment vous arrivez effectivement à continuer à mobiliser les financements et les financeurs sur une opération qui, à un moment donné, n'est pas en mesure de mettre en évidence de vrais résultats? Bon, voilà, ça a le mérite d'être clair comme question. Hein. Alors, on va essayer de ne pas dévoiler trop ce qu'on abordera cet après-midi, mais voilà. Peut-être Jean-Eudes d'abord et puis ensuite Sophie. Oui, moi je peux répondre sur l'outil d'évaluation. C'est une question sur laquelle je me sens très concerné, la question de l'évaluation, puisque en 2003, moi je faisais des formations d'animateurs de concertation. Et puis, on me disait de façon récurrente, bon, c'est bien joli ce que vous me racontez, mais vous dites il faut prendre son temps, il faut que la confiance se construise. On passe 2 à 3 ans à construire des proximités entre les acteurs, très bien, mais nous, nos financeurs, ils nous disent qu'est-ce que tout ça produit. Bon. Donc, à partir de là, on a fait un travail de conception d'un outil d'évaluation spécifique. C'est là que je voudrais juste faire une remarque. Effectivement, l'évaluation des politiques publiques, il y a des normes, mais il faut arriver à passer au-delà de ces normes et inventer nos propres critères. Parce que là, si on évalue à partir de l'obtention d'un résultat, je suis désolé, mais on va se tromper radicalement. Moi, je travaille beaucoup sur d'autres situations plutôt exotiques, plutôt au sud, mais on voit beaucoup de cas où obtenir un accord, c'est très simple. Obtenir un accord, vous faites un accord que personne comprend, ou alors soit personne comprend, soit tout le monde sait qu'il sera inefficace et que de cette façon-là, on pourra continuer à faire comme avant. Ça, c'est très simple. Donc, il ne faut surtout pas évaluer par rapport à l'obtention d'un accord. Il faut évaluer par rapport à ce qui se construit dans un processus et qui est porteur de changement de comportement, première chose. Donc, c'est apprendre, qu'est-ce qu'on a appris, et c'est évaluer par rapport à l'engagement mutuel des acteurs les uns par rapport aux autres. Bon,
je ne vais pas détailler l'outil qu'on a construit, mais le sens de l'outil, c'est ça. Et je pense quand même que cet outil-là, il a fait avancer un petit peu les choses sur l'évaluation de la concertation. Dans le cas précis, voilà, dire la qualité de l'eau s'est dégradée, effectivement. Mais le problème, c'est que moi, je suis persuadé qu'il y a eu des résultats et que la qualité de l'eau s'est probablement moins dégradée qu'elle ne se serait dégradée en l'absence de ce dialogue. Mais ça, personne ne peut le prouver, malheureusement. Donc, pour terminer, voilà, essayons d'imaginer des outils d'évaluation en accord avec les financeurs, des outils d'évaluation intelligents qui ne soient pas basés sur le produit final, mais qui permettent de considérer des choses qui sont beaucoup plus fines et qui sont parfois totalement informelles, par exemple des changements de comportement, des engagements mutuels. Alors on reviendra sur cette question de la connaissance cet après-midi et du coup effectivement des indicateurs qui sont à mobiliser. Alors Sophie, juste sur les résultats de... Voilà, parce que oui, et ça je me doute. Et puis ne pas oublier la question sur le SAGE. Voilà. Et pour répondre à vos deux questions qui se rejoignent, là ce que je vous ai présenté, c'est le volet dialogue territorial de la construction du contrat et de la vie du contrat. Je ne vous ai pas fait un exposé. Il y a effectivement, j'ai fait un raccourci en disant que l'objet n'avait pas été atteint. On a trouvé on a effacé des points noirs de pollution, etc. Ce n'était pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Donc, c'est pas un échec, mais moi, c'est pas un échec total. Je sais où il y a les réussites, je sais où il y a les échecs. Et donc, tout ça, ça a fait que, pour rebondir par rapport à l'évaluation, le dernier contrat, et puis on est parti en 2002 d'une rivière qui était en A provisoire, qui, au moment de la signature du contrat, était en A, donc c'est-à-dire un bon classement, et qui, en cours de route, c'est parce qu'on a aussi appliqué la législation des classements à la lettre, et donc on n'avait plus de possibilité d'avoir 10% des résultats supérieurs à 230. Et voilà, dès un résultat supérieur à 230, le déclassement devait s'opérer. Et ça y est, j'ai perdu le fil Donc voilà, l'évaluation, c'est aussi fait sur les actions et leur efficience, leur efficacité. Et voilà. Et l'évaluation, donc on arrive, voilà, actuellement, on est sur un classement B des filtreurs, donc des huîtres, un classement C de la palourde pour les fouisseurs. Donc de ce fait, c'est aussi ce contrat qui démarre, il est complètement recentré sur les recherches de contamination bactériologique. Ce qui n'était pas le cas du premier contrat parce qu'on n'était pas dans cette démarche-là, dans cette optique, on était dans un bon classement. Donc on était sur des actions très multi-acteurs qui ont aussi permis de faire évoluer les politiques en région Bretagne, où les contrats de bassin versant étaient très centré sur on n'était que sur le monde agricole, pas d'ouverture aux autres acteurs du territoire. Donc il y a aussi, c'est aussi des effets boule de neige de ce type de dialogue territorial qui peuvent aussi... Il y avait un schéma effet boule de neige, mais bon, le temps étant pressé... Non, pas ce schéma-là. Non, je vous promets, sinon vous ne mangez pas. Il y a vraiment eu une vraie évaluation qui a été faite derrière. Et pour le SAGE, on est effectivement dans le SAGE Vilaine. Donc en fait, j'ai des communes qui sont à la fois dans le SAGE Vilaine et qui vont se retrouver à la fois dans le futur SAGE Golfe qui est en élaboration. Et pour le SAGE Vilaine, il y a un comité d'estuaire auquel on fait partie et on est vraiment dans un travail de partenariat avec la structure porteuse du SAGE Vilaine. C'est-à-dire qu'au début, je pense qu'on a fonctionné un peu côte à côte et là maintenant, on est vraiment dans un réel partenariat et pour tout ce qui a été le volet littoral lors de la révision du SAGE, là, qui va être validé en préfecture cette année, on a été personne ressource sur ce volet-là en termes de prescription ou de mesure ou pour le diagnostic. Merci beaucoup à tous les trois, du coup. On va s'arrêter là pour cette matinée dense.